Chers auditeurs, bonjour. La panique bancaire actuelle témoigne plus que jamais d'une situation qui ne cesse de se compliquer pour les banques centrales. En effet, suite à la faillite de la Silicon Valley Bank suivie par deux autres et le risque grandissant de nouveaux incidents, près de 200 banques commerciales américaines sont aujourd'hui dans la même situation que SVB. Selon une récente étude, l'inquiétude après le dessus et des ventes forcées se sont succédées sur les marchés. La grande banque JP Morgan évalue à 1 000 milliards de dollars le montant total retiré des banques les plus vulnérables au cours des 3 dernières semaines du mois de mars. La même banque américaine indique également que la moitié de cet argent est investi dans des fonds de placement monétaire du gouvernement, les fameux SICAV pour le jargon français. D'après les calculs de Goldman Sachs, le montant investi dans ces produits financiers a atteint un montant record de 7 000 milliards de dollars, soit une hausse de 282 milliards depuis le début de l'année. En seulement quelques jours, la Banque centrale américaine a déjà injecté près de 300 milliards de dollars dans le système financier américain, soit un montant supérieur à ce qui fut utilisé lors de la crise de 2007-2008, appelée donc crise de la faillite de Lehman Brothers. En parallèle, la Fed a instauré un nouveau programme nommé BTLP, dont la capacité totale du fonds serait de 2 000 milliards de dollars d'après la JP Morgan, permettant aux banques d'emprunter massivement. Et mesure inédite, les titres placés en garantie de ces prêts sont établis en valeur nominale, c'est-à-dire leur prix lors de l'émission du titre, et non en valeur du marché, c'est-à-dire leur valeur actuelle. Or, alors que les établissements financiers américains détiennent des moins-values latentes estimées à plus de 600 milliards de dollars, ce qui confère aux banques un pouvoir d'emprunt quasi illimité, pour ne pas dire que c'est une espèce de quantitative easing ou d'assouplissement quantitatif déguisé. Mais malgré l'actuelle panique bancaire, donc, les banques centrales ont annoncé plusieurs relèvements de taux d'intérêt. Ces décisions sont portées par le niveau d'inflation qui demeure très élevé et dont les effets ne peuvent être négligés. La dernière fois qu'un tel scénario s'est produit, c'était lors de la crise de 2007-2008, lorsque la banque Lehman Brothers fait faillite. Plus que n'importe quelle autre chose, les banques centrales hors États-Unis craignent les effets des hausses du taux de la Fed sur la stabilité financière. En effet, l'appréciation du dollar induite par la politique monétaire de la Fed présente un risque systémique à cause du renchérissement des coûts de financement en dollars, ce qui peut mettre beaucoup de banques internationales dans de graves problèmes de solvabilité, notamment à cause de l'importante part de monnaie américaine dans leurs comptes en obligations d'État et en hors bilan. Selon la Banque des règlements internationaux, les banques non américaines dont le siège social n'est pas aux États-Unis détenaient fin 2022 près de 39 000 milliards de dollars de dettes cachées sur des produits dérivés non enregistrés dans leur bilan. Alors, beaucoup d'experts critiques du système financier et monétaire international actuel estiment que les États-Unis s'enfoncent vers un modèle financier hautement concentré, à l'instar de celui de l'Union soviétique ou encore le modèle chinois du Mao Tse-tung, qui avait tout de fini par montrer leurs limites, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, face à cette situation, dans une période d'incertitude, le cours de l'or ne cesse de croître depuis le début du mois de mars. Il a récemment dépassé les 2 000 dollars l'once à la bourse de Londres avant de se stabiliser autour de 1 950 dollars. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la Grande Dépression économique. Alors, une question importante. Quelle est la nature de cette crise engendrée par la faillite de ces trois banques américaines? Y a-t-il un risque de contagion partout en Occident qui pourrait provoquer l'explosion du système financier et monétaire international? N'est-il pas le moment pour tous les pays qui le peuvent de laisser tomber le dollar au profit d'autres monnaies plus solides adossées à des biens réels? Alors,
tous ces développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, l'économiste Hélène Clément. Hélène Clément, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour et merci de m'avoir contacté sur un sujet aussi passionnant. Alors, les faillites de la Silicon Valley, Signature Bank et Silvergate Bank sont-elles liées à des questions de mauvaise gestion d'actifs toxiques et autres, ou sont-ils donc une question d'un crack obligataire qui ne fait que commencer? Et à votre avis, le problème est-il l'énorme paquet d'obligations souveraines qui constituent la base des bilans des institutions financières du monde entier et dont la valeur s'est brutalement rétrécie après le relèvement des taux d'intérêt de la Fed et de la BCE? Alors, vous avez déjà tout dit, c'est tout à la fois. D'accord. Donc, voilà, c'est tout à la fois parce qu'on a un cumul d'actions qui se parasitent les unes les autres. Vous avez mentionné les restrictions monétaires dues au risque évident et à la situation inflationniste. Donc, les banques centrales tentent de monter les taux. Donc, c'est une restriction de la quantité de monnaie en distribution dans l'économie par le prix. Et en même temps, vous avez ces injections de monnaie qui abondent dans le système bancaire pour, comme le moyen qui a été développé depuis déjà plusieurs années, pour sauver les banques. Vous avez mentionné qu'en 2007-2008, le quantitative easing avait permis au système de perdurer dans le temps, et je dirais sans véritablement trouver des solutions au mal qui gangrène ce système financier. Absolument. Donc le problème actuel, c'est qu'on a un cumul de toutes ces, alors mauvaise gestion, je ne sais pas si c'est le terme, mais prise de risque à tous les niveaux. Et cette prise de risque à tous les niveaux, elle est arrivée au niveau de des banques centrales qui, en injectant de la monnaie sans contrôle, ont mis à risque la crédibilité de ce système financier. Et ce qui est à risque, c'est la crédibilité même de la monnaie qui soutient ce système financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les talons dollars. Voilà, donc dans le cours de notre conversation, je pense qu'on pourra développer un petit peu plus, mais on a effectivement un embroglio de pathologies typiques des pathologies que la science économique connaît bien, hein, comme en matière de système bancaire et monétaire. Et ce qui est quand même très surprenant, c'est que les spécialistes de ces systèmes actuellement on jouait un peu aux apprentis sorciers. Pourtant, les manuels étaient là, on connaissait les crises, on les avait étudiées, mais on s'est mis dans toutes les situations les pires pour provoquer une crise. Voilà où nous en sommes. La situation est dangereuse. Je dois dire que l'on assiste surtout à une stratégie de communication très forte pour cacher cette crise. En particulier, moi, je suis en France actuellement et je le vois à bien des égards. Ne serait-ce que j'ai été exclue de Twitter de façon radicale, sans avertissement, sans rien, pour avoir osé discuter avec une collègue de cette future crise bancaire et du risque pour les épargnants. Donc la réponse actuelle, c'est une censure en fait. D'accord. Alors, la deuxième question, Madame Clément, depuis la crise des subprimes en 2002, donc la Fed et la BCE ont ouvert le robinet de l'argent, comme vous l'avez souligné tout à l'heure à juste titre, à des intérêts faibles, de temps en temps nuls, voire négatifs par moment. Alors, ainsi, les obligations émises par les États pour financer leurs déficits rapportent donc peu, mais elles sont très liquides et sûres, parce qu'on pense toujours que les États ne peuvent pas faire faillite. Et raison pour laquelle la réglementation prudentielle de Bâle 1, 2 et 3 oblige les banques à en posséder pour leur sécurité et celle de leurs déposants. Mais selon des experts, suite au retour de l'inflation, la Fed et la BCE ont décidé de relever leur taux directeur et d'arrêter d'acheter des obligations. Par conséquent, les taux d'intérêt sont remontés brutalement en quelques mois à un rythme très rapide. Et le résultat, les obligations anciennes rapportent peu
ont vu leur valeur s'effondrer. Et si la banque ou l'assureur peut attendre l'échéance, donc à terme des obligations, 1 an, 2, 5 ou voire 10 ans, son obligation achetée à 100 euros, lui, sera remboursée à 100 euros. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il doit vendre, et c'est le cas de la SVB américaine, sur le marché pour faire face à des engagements soudains, donc il récupère 80 euros, 60 euros. Et si la perte excède les fonds propres donc, de la banque, évidemment, il ne faut pas sortir d'une grande école d'économie pour comprendre que c'est la faillite. Alors, la question, dans ce cas de figure, le risque de faillite n'est-il pas envisageable pour de nombreux acteurs financiers qui pourraient se retrouver en difficulté des deux côtés de l'Atlantique? Et est-ce que le risque de contagion est-il vraiment faible, comme le martèlent certains responsables européens, pour nommer M. Bruno Le Maire, qui est devenu très célèbre à cause de sa guerre ou sa croisade contre l'économie russe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on est dans un cas de figure qui remplace l'analyse économique par la communication. Donc, comme dans le cas de la supposée destruction de l'économie russe suite aux agissements de l'Occident, là, on essaie de persuader les gens que ce n'est pas grave, que les crises, on sait les gérer et qu'il n'y aura surtout pas de contagion. Alors même qu'on voit se dérouler une dynamique qui est exactement la dynamique que, si l'on étudie les crises passées et même, voire même la crise de 29, on peut trouver des éléments tout à fait comparables. Donc on aurait le bagage intellectuel et les connaissances économiques pour expliquer la situation, voire même pour l'enrayer à certains moments, enrayer sa dynamique. Mais le choix qui a été fait politiquement, c'est un choix de communication. Donc on laisse faire et on joue sur des effets de surprise. On va essayer de surprendre l'épargnant pour lui dire il n'y a pas d'autre choix possible que renflouer avec l'épargne des ménages. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est cette solution, communication plus action vraiment dirigiste pour capturer l'épargne des ménages. Et je dois dire que ce qui rend possible cette action aussi démentielle qu'elle puisse paraître, c'est qu'il y a les parlements européens, à la demande de la Commission européenne, ont passé des lois qui permettent un sauvetage des banques commerciales via l'épargne des particuliers et en On appelle particulier le bail-in. Le bail-in et le bail-out. voilà. C'est-à-dire Alors, le renflouement à partir des fonds intérieurs. voilà. Et disons que le problème également de toute cette rhétorique sur les retraites, c'est aussi pour récupérer l'argent là où il est, parce qu'en fait, il y a de l'argent dans les fonds de retraite, pour commencer à faire des stocks pour cette crise bancaire qu'on sait qui doit arriver, si vous voulez. Depuis longtemps, en voyant les injections de monnaie dans le système financier occidental, on est alerté. Quand on est économiste, on est alerté. Quand j'étais avec mes étudiants à Cergy-Pontoise de l'université, mes étudiants étaient parfaitement alertés, certainement mieux que M. Bruno Le Maire. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est que les élites financières et monétaires pensaient avoir une sorte de martingale. Elles pensaient qu'en injectant des liquidités massivement dans le système bancaire, mais en les limitant dans des domaines qui étaient en fait des domaines très élitistes, où il y avait des réseaux de spéculateurs, mais ça tournait un peu en rond dans ces espaces, il n'y aurait pas de contagion à la sphère réelle de l'économie et donc pas d'inflation. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu ce à quoi on a assisté depuis 2008 disons jusqu'au milieu du Covid. Ensuite, les choses se sont grippées. C'est-à-dire que cette fameuse martingale qui était la fierté de la gouvernance des banques centrales,
on peut injecter de la monnaie, mais ça n'a pas d'effet sur l'économie parce qu'on la met dans des créneaux, l'immobilier, le marché financier, et sans lien avec l'économie réelle, ou peu de liens, enfin des liens maîtrisables. Le problème, c'est qu'avec le Covid, on a une perturbation de l'économie réelle, et ensuite, c'est rajouter l'effet des sanctions anti-russes et des contre-sanctions. Et là, l'économie réelle a été à tout toucher. Et d'une certaine manière, c'est la panique à laquelle nous assistons. Et c'est pour ça que le risque est immense, parce qu'il y a une perte de maîtrise des acteurs qui se croyaient invincibles en matière de finances et de suprématie monétaire. D'accord. Alors, la troisième question. Il est évident, selon ce que vous dites, que les principaux responsables donc, de cette crise sont les banques centrales par excellence. En laissant trop longtemps donc, les taux à zéro, la quantité d'argent qui a été déversée dans le système, sans prévoir l'inflation qui ne devait pas manquer d'arriver, puisqu'elles ont relevé leurs taux trop rapidement, prenant le contre-pied de la finance mondiale. Alors, que vont-elles faire maintenant? Alors, Maintenir la hausse des taux ou refaire encore tourner la planche à billets? Et est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Alors, qu'il y Parce ait des qu'ils sont serpents pris qui se mordent les à leur queues, propre ça, je piège. suis d'accord. Hein? Mais je serais peut-être un peu plus modérée sur la responsabilité des banques centrales. Parce que les banques centrales ont appliqué une recette, des risques d'inflation, on monte les taux. Ça, on est rien d'étonnant à ce qu'elles répondent de cette manière. Le problème qu'il y a eu, c'est que, à mon avis, et bon, j'ai quelques liens qui ont confirmé cet avis, les banques centrales ont été prises de court par les annonces politiques qui ont été faites en matière de sanctions. En particulier le gel des avoirs russes dans les banques étrangères. Et là, que ce soit la Fed ou la Banque centrale européenne, je pense qu'elles auraient été beaucoup plus modérées que les politiciens pour mettre en place ce genre d'instrument qui attaque le fondement même de la crédibilité d'une monnaie. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Si vous voulez, à partir du moment où on voit que les acteurs russes qui ont des avoirs, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, qui ont des avoirs à l'étranger, peuvent, en l'espace de 24 heures, se faire capturer ces avoirs, c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde s'il a une action qui déplaît aux États-Unis. Donc, ça peut arriver à l'Arabie Saoudite, ça peut arriver à la Chine. Donc, à partir de ce moment-là, la défiance s'est instaurée. Et je crois que les banques centrales ont été prises de court par cette défiance vis-à-vis du système financier tel qu'il est globalisé, parce que il y a eu cet élément déclencheur qu'elles n'ont pas pu maîtriser, simplement parce que les acteurs politiques ont oublié tous peut-être des cours d'économie monétaire qui n'ont pas suivi ou oublié. Voilà, donc il y a une erreur politique, et d'une certaine manière, cette erreur est grave parce qu'on oublie trop souvent que tout ce qui est des domaines monétaires est en fait lié à la géopolitique. Et ça, depuis très longtemps, depuis même la Absolument. Constitution. Voilà. Ça, c'est depuis des siècles. C'est depuis des siècles. Mais en l'occurrence, c'est ce qui a été oublié. Et on n'a pas consulté, les Occidentaux n'ont pas consulté les banques centrales, à mon avis, et il y a quelques témoignages qui en attestent. Et l'erreur est venue de là, parce que à partir de ce moment-là, quand le risque inflationniste a été aussi grand et validé en quelque sorte avec l'accroissement des prix énergétiques, les diverses difficultés, la sous-estimation des capacités de résilience de la Russie, tout ça a perturbé l'économie réelle. Et donc, un équilibre un équilibre, alors je dois dire qu'il était quand même précaire, hein, parce qu'on n'injecte pas des milliards des quantités astronomiques d'argent comme ça dans un système sans prendre quand même des risques.
Mais comme c'était contenu dans des sphères qui semblaient être maîtrisées par les spécialistes financiers, les banques centrales étaient un peu confortables sur leur stratégie. Mais là, elles ont perdu en fait la direction des choses. Et alors maintenant, on leur demande de corriger le tir. Mais corriger le tir dans une dynamique qui est celle qu'on connaît, je ne sais pas si elles sont capables. Donc, d'une certaine manière, on assiste à des réponses traditionnelles des banques centrales, augmenter les taux. Bon, elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Et pour le reste, c'est un peu la fuite en avant. C'est ce qu'on observe, une fuite en avant. Et donc, quand on est dans une situation de fuite en avant telle que celle que nous connaissons, finalement, il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps, c'est la censure. On utilise la communication en espérant que personne ne va rien voir ou va pas trop agiter la sonnette d'alarme. D'accord. Mais il y a ici, Madame Clément, j'aimerais bien rebondir, puisque vous venez de l'évoquer, la question des sanctions contre l'économie russe. Bon, ici en Russie, on ne comprend pas comment les élites occidentales, européennes et nord-américaines ont pris, notamment européennes, parce que c'est l'Europe qui est en train de se suicider économiquement, parce que c'est d'abord l'énergie, couper l'énergie à l'Europe, c'est clair, mais en plus de ça, c'est que la saisie des avoirs de la Banque centrale russe, mais pas uniquement de ça, même des personnes juste parce qu'ils sont russes. C'est-à-dire que, alors si on fait ça à la Russie, qui est la première puissance nucléaire du monde, comment on ne ferait pas ça, comme vous disiez, à l'Arabie Saoudite ou à un pays africain, et puis en faisant ça à des personnes physiques, donc il n'y a plus de droit de propriété. Et disons les choses comme elles sont, il n'y a plus de droit. C'est la loi de la jungle, alors. C'est l'exceptionnalisme américain qui est inscrit dans les lois américaines et donc en application juridique. Mais il va de soi qu'internationalement, ça fait peser un risque énorme sur l'ensemble des pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été révélé. C'est en ce sens que c'était une action terrible pour le système financier qui se condamnait lui-même. D'ailleurs, j'avais été interviewée par Sputnik en fin janvier 2022, justement sur ces perspectives de si jamais la Russie intervenait, il y aurait des sanctions terribles. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Et alors, à votre collègue, je lui avais dit, le problème, c'est que si ça se passe ainsi, si on sort la Russie et le système des paiements russes de SWIFT, alors on va assister à une dédollarisation de l'économie mondiale qui va se faire progressivement. Mais donc, si vous compreniez l'économie et l'économie monétaire, c'était tout à fait prévisible comme mécanisme. Et nos élites auraient dû le savoir, nos experts auraient dû le savoir et avertir nos élites. Parce que ce pauvre Bruno Le Maire, en fait, ce n'est pas lui qui a dit qu'il allait mettre. Ce sont ses experts qui lui ont transmis les informations. Et en l'occurrence, c'était de fausses informations. Parce que ces experts n'ont pas travaillé sérieusement sur l'économie russe. Ils se sont contentés d'écrire et de faire des conférences sur ce que les gens avaient envie d'entendre sur l'économie russe. Et je dois dire à certains moments que les Russes étaient presque ravis de ça, ça devait les faire rire. Et ils n'ont pas fait grand-chose pour empêcher ces experts de raconter leurs bêtises. Et le pire, c'est qu'ils les ont racontées aussi aux militaires. Vous voyez, ça, c'est quand même très, très embêtant. On le rencontre aux étudiants, on l'écrit sur des ouvrages, et aussi on va faire des conférences chez les militaires. Donc, l'égarement de l'Occident, pour moi, c'est aussi lié à des gens qui n'ont pas fait leur travail, honnêtement, qui avaient peut-être des pressions d'un point de vue de rémunération, parce que vous voyez, les experts économiques en France, c'est pas pour faire vivre leur famille, c'est pas toujours facile. Donc du coup, ces gens-là étaient prêts pour être entendus, pour pouvoir que les publications soient enregistrées, publiées, les ouvrages édités.
il y a eu une mécanisme, on se soumet à ce que les gens ont envie d'entendre. Et les gens avaient envie d'entendre que l'économie russe était faible, que les sanctions la blessaient beaucoup, que ça allait vite s'effondrer politiquement, et ainsi de suite. Voilà. Donc la carte qui a été jouée, c'était une carte qui est sur des affirmations, des informations frauduleuses sur une réalité économique. Alors là, c'est là qu'on revient sur le sujet de la communication à la place de l'analyse économique, qui est peut-être au centre des problèmes que nous avons actuellement. Et quand je parle de fuite en avant, on voit bien qu'il y a aussi une fuite en avant sur la censure de cette information économique. Alors, je voudrais rajouter un point aussi qui à mon sens, est assez dramatique, parce que quand les États-Unis ont appliqué drastiquement ces sanctions, l'Europe aurait pu avoir une attitude légèrement plus modérée, au moins dans le discours. Justement, et là, c'est ça qui choque elle beaucoup les gens ici. Elle gagnait tout, c'est-à-dire qu'elle gagnait l'opportunité que l'euro puisse remplacer le dollar comme monnaie de réserve, ou du moins avoir une place plus importante. Absolument. Et ça, nos élites ont été aveugles de soumission aux États-Unis. C'est-à-dire que personne n'a dit à ce moment-là, peut-être soyons avec plus de distance. On était partie prenante dans les accords de Minsk, donc on est aussi responsable de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a eu des déclarations qui ont bien développé ce sujet. Donc peut-être on va essayer de... Vous voyez, ils auraient pu jouer les États-Unis, le bad guy et le good guy européen, mais non. Tout le monde s'est précipité parce que, si vous voulez, tout le monde a cru vraiment à ce délire des analystes économiques sur la Russie. Ils ont tous cru que économiquement la Russie était fragile, que les premières sanctions avaient été dommageables pour l'économie russe, les sanctions après 2014, alors qu'en fait, avec nos collègues de l'Académie des sciences ou le centre ou le CEMI dirigé par Jacques Sapir, nous avions fait de nombreux travaux pour montrer comment l'économie russe avait été stimulée en fait par ces sanctions de 2014. Mais ça, c'est passé à la trappe, c'est-à-dire ça n'a pas eu le droit de citer. Et donc, les gens étaient persuadés qu'en enfonçant le clou des sanctions sur la Russie, la société russe allait se révolter et on allait avoir un gouvernement favorable à l'Occident et on allait rejouer le jeu des années 90. Le rêve était de rejouer le pillage de la Russie auquel les Occidentaux se sont livrés dans les années 90. Et ça, je crois que maintenant, la population russe l'a très bien compris et d'une certaine manière, est à la fois déterminée et effarée de voir ce qui est maintenant un suicide européen. Les nations européennes se sont suicidées par suivisme et une absence totale de clairvoyance, par appât de haine, en fait, appât de haine et des experts qui, à mon avis, sont vraiment responsables. Là, je dois dire que j'ai du mal à regarder mes collègues en face, quoi, quand je me souviens les délires de certains. J'avais un collègue qui me disait assez régulièrement, tu vas voir, Gazprom va faire faillite, et c'est vrai, il l'écrivait et l'enseignait à Sciences Po et à l'INALCO. Mais bon, c'est comme ça. D'accord. Ces gens-là ont leur gloire, et je crois que maintenant, pour se regarder dans une glace, ça doit être très difficile. Maintenant, j'aimerais bien maintenant qu'on plonge un peu dans le fond des choses pour expliquer en fait, je ne sais pas, peut-être que vous savez de mon avis, que cette crise-là, elle vient de très loin. C'est pas même avant 2008-2007. Alors, il y a des experts qui se sont donc exprimés déjà sur la question de cette faillite bancaire, le facteur déclencheur, en disant que le facteur déclencheur de la faillite des trois banques américaines réside dans les hausses successives des taux directeurs opérés par la Réserve fédérale ces dernières semaines et pour lutter contre l'inflation. Mais à contrario, il y a d'autres experts qui estiment que les causes sont beaucoup plus profondes et structurelles. Selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008 qui est loin d'avoir été réglée par les différents plans de sauvetage par l'émission monétaire massive appelée les quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif. Et là, tout apparaît dans la dette
selon le Global Sovereign Advisory, le montant total de la dette mondiale, publique et privée, est de 300 000 milliards de dollars. Donc, ce qui représente 350% du PIB mondial. Et moi, je pense que ce chiffre-là, il est même sous-estimé parce que si l'on prend les engagements des banques dans les produits financiers divers et variés, tout ça, c'est de la dette. On peut même arriver à plus de 1 million de milliards de dollars. Je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Est-ce que quand on a une dette de 350% du PIB, est-ce qu'on peut parler encore d'un système financier et monétaire? Est-ce que ce système-là n'est-il pas mort et qu'il n'est pas temps de l'enterrer, de penser à quelque chose d'autre? Alors, effectivement, on peut se douter qu'il ne va pas bien du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Alors, il y a des raisons techniques. C'est vrai que la hausse des taux a un effet, et dans toutes les crises, ça s'est toujours passé avec un déclenchement de hausse des taux. Il y a aussi les éléments techniques, c'est le rôle du hors-bilan des banques. Oui. Le fait qu'elles cachent hors de la visibilité des Les cadavres, engagements comme on dit, les cadavres. etc. On cache beaucoup de cadavres Voilà, dans ces les cadavres armoires. dans les placards. Bon, on sait que ces hors-bilans sont énormes par rapport au bilan des banques. Donc ça aussi, c'est un laxisme qui dure depuis finalement le milieu des années 90, depuis ce développement du Absolument, oui. hors-bilan sans contrôle. Et les différentes régulations de Bâle ont toujours été un peu court-circuitées par des techniques financières toujours plus évoluées, toujours plus contournantes. Bon, voilà. Donc il n'y a pas eu quand même ce souci du rôle d'un système bancaire et financier vis-à-vis de l'économie réelle. Je pense que cette sphère s'est sentie à part du monde réel, à part du fonctionnement de l'économie. Et déjà, rien que les sommes d'argent que ces gens brassaient par rapport à ce qu'est l'activité réelle, on voit déjà la déconnexion. Donc, je pense que ça vient de très loin, les problèmes viennent de cette déconnexion de plus en plus massive entre une finance hors sol, avec ses hors bilans, et une économie réelle. Donc ça, c'est une dérive qui date du milieu des années 90, qui s'est généralisée. La construction de l'Europe monétaire et financière aussi a été sur cette lancée de la déconnexion vis-à-vis de l'économie réelle. Alors qu'en économie, la finance et le système de paiement sert à faciliter l'économie réelle. Si on perd de vue ça, on est dans l'absurde. Excuse-moi, je ne sais pas, je parle sur votre contrôle encore une fois. Supposons qu'il n'y a que 300 000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars de dette. Si l'on enlève les services, parce que les services, ce sont juste un corollaire de la production. Voilà, mais dans beaucoup de PIB, en particulier le PIB français, contient beaucoup de services. Alors voilà. C'est pour ça qu'on considère que le service, c'est un corollaire de la production. On ne peut pas aller dans un restaurant. On ne peut pas aller dans un restaurant s'il n'y a pas un agriculteur qui produit les légumes, produit la viande. Alors, si on laisse que la production, donc qui est essentiellement… On est dans une économie virtuelle. Voilà. Voilà, on est dans une économie virtuelle. Et là, cette dette, elle ne peut pas être remboursée, c'est impossible. Il faudrait qu'elle soit remboursée par du tangible. Mais le tangible, il faut aller le chercher. Et si on ne produit plus, si on a désindustrialisé, la difficulté est quand même là. Alors, pour revenir sur les origines profondes de la crise, je dois dire qu'il y a eu quand même des alertes. En particulier, il y a eu le directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, qui avait tenté une réforme pour mettre en œuvre un atterrissage en douceur de cet étalon dollar. Mais bon, les choses ont été ce qu'elles sont. Il n'a pas pu mettre en œuvre l'application de ces idées qui étaient certainement inspirées d'une approche keynésienne de l'économie. Bon, personnellement, je trouve que c'est dommage parce qu'un atterrissage en douceur a été préférable à une crise majeure à laquelle nous assistons maintenant.
Mais je pense qu'il y avait des opposants à son action. Et voilà. Maintenant, oui, mais il y a eu, si on se réfère aussi, cette réaction avait été suscitée par ce qui s'était passé en Grèce, qui était d'une certaine manière, pour sauver l'euro, on a condamné l'économie de la Grèce, l'économie réelle de la Grèce, la population de la Grèce. Et ça, si c'est une expérience à dupliquer sur l'ensemble des pays du monde, c'est sûr que ça ne va quand même pas très bien se passer, quoi. Il faut savoir si les gens vont se laisser faire, comme ils se sont laissés faire pour la vaccination Covid. Je ne sais pas. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international centrée sur la devise américaine, le dollar, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire mondial de messagerie SWIFT, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus, tout ce système se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques comme le pétrole et le gaz, essentiels à l'industrie occidentale, européenne en particulier. Alors les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et autres devises nationales ou le yuan chinois, devises nationales, ainsi que d'autres logistiques d'approvisionnement et de transport. Alors, la question ici, elle est extrêmement, je dois dire, importante parce que, sachant que le cœur du système actuel réside dans la labellisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Le système actuel, il est bâti sur les pétrodollars, pour dire les choses simplement. Alors, cette nouvelle dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide d'argent correspondant à ce marché des hydrocarbures et des produits dérivés que complètement inutile du fait que beaucoup de pays se détournent justement du dollar à cause de la crise actuelle? Jusqu'à présent, les États-Unis avaient construit un monopole de l'utilisation du dollar comme monnaie de référence dans tous les échanges mondiaux. C'est ce qui permettait puisque le dollar est validé d'une certaine manière par de la dette américaine. Donc, si le dollar n'est pas utilisé dans les échanges, dans ce cas-là, la contrepartie qui est la possibilité de dette américaine, il y a un déséquilibre flagrant. Donc, bien évidemment, cette situation de concurrence dans les systèmes de paiement et dans les systèmes de réserve, c'est ce qui remet en cause un système qui a été bâti depuis même la fin du 19e siècle aux États-Unis vis-à-vis du reste du monde et qui a été affirmé dans les accords de Bretton Woods après les négociations de Bretton Woods. La question actuelle, c'est à la fois pour les pays qui se réorganisent, c'est de se réorganiser avec un système qui a une cohérence vis-à-vis de la sphère réelle de l'économie. C'est pour ça qu'on pense, il y a les travaux d'économistes comme Sergueï Glaziev qui mettent en avant la possibilité de construire une monnaie fondée sur un panier de différentes monnaies et de différents actifs matières premières, par exemple. Donc, cette réflexion avance rapidement et les pays progressivement s'accordent dessus. On voit pour les échanges des accords bilatéraux sur des échanges de produits pétroliers ou même d'autres matières premières s'effectuer en monnaie dite locale, mais aussi en yuan. Et donc, cette dynamique, elle est visible. Elle est visible. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop brutale parce qu'effectivement, à un moment donné, les États-Unis n'auront plus rien à perdre et c'est quand même le risque majeur, c'est-à-dire
Je pense que le risque du bouton atomique, c'est pas la Russie qui est en position finalement dans un système monétaire en reconstruction qui est en position finalement de force, mais plutôt les États-Unis qui risquent de plus avoir rien à perdre. Enfin, en tout cas, une partie de l'élite américaine. Je ne veux pas mettre tous les États américains et toutes les élites américaines dans la même perspective, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des désaccords importants. Mais je pense que cette période marque un tournant brutal par cette folie d'aller de l'avant pour maintenir un système qui aurait dû être ralenti ou qu'un atterrissage en douceur aurait dû être mis en place. Donc, ce que voulait faire Dominique Strauss-Kahn. Les démocrates américains alors je pense que c'est essentiellement eux qui sont partis dans une hégémonie par la violence vis-à-vis des autres pays pour maintenir cette domination financière qui était l'assurance de pouvoir toujours avoir une dette soutenable. Et le fait que le dollar soit maintenant en danger, en concurrence sur les échanges mondiaux, c'est ce qui rend la dette américaine insoutenable. Voilà. Donc, on est à ce point. Ce qui est... Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que maintenant, s'il y a beaucoup de quantités de pétrole, de gaz et de dérivés d'hydrocarbures qui sont échangés dans d'autres monnaies hors que le dollar, alors toute la quantité de dollars correspondant à ces actifs va réapparaître dans les circuits américains. Alors, normalement, Ce elle sont va des être milliers dépréciée. de milliards. Elle va être dépréciée. Donc, non content d'avoir de moins en moins de dollars dans les échanges mondiaux, il faudra, la dette ne va pas pouvoir être compensée par de la circulation monétaire hors du système américain. Et donc, le marché va valider une perte de valeur du dollar par rapport aux autres monnaies d'échange. Il est à noter aussi que les acteurs européens sont pris dans ce mécanisme parce que finalement, et on le voit avec ce qui se passe, l'euro était un supplétif à la domination du dollar. C'est-à-dire que c'était le prolongement du bras du dollar pour donner l'illusion qu'il y avait une monnaie qui était une autre monnaie de réserve internationale qui pouvait émerger. Or, en fait, on voit bien que l'euro, c'est comme le dollar. Et ça, parce que la Banque centrale européenne et les élites européennes suivent toutes les injonctions de leurs collègues américains. Alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est qu'on assiste à des situations particulièrement complexes avec ces échanges énergétiques. Alors, il faudrait peut-être confirmer la chose, mais il se dit que la France a conclu des accords avec la Chine pour recevoir des livraisons très importantes de gaz liquéfié. Alors, on sait très bien que la Chine ne produit pas du gaz liquéfié à des niveaux susceptibles d'approvisionner les contrats passés avec la France. Donc, ça veut dire que ce gaz, en fait, il vient de Russie. Il vient des champs de Yamal et voilà. Donc, ce qui est très étrange dans ce mécanisme, c'est que la France a accepté de payer en yuan ces livraisons de gaz liquéfié. Donc, vous voyez, même des pays européens qui sont les plus grands supports du système monétaire international tel qu'il est maintenant, qui ont le discours le plus soumis au diktat américain, ils essaient de survivre en négociant en yuan. Donc là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes signent la dédollarisation de l'économie mondiale. Donc ces transactions sont à confirmer, mais si ça se révèle être aussi massif qu'on peut l'imaginer, c'est vraiment un sauf qui peut, voilà, et un sauf qui peut sans logique par rapport au discours géopolitique qui est tenu, quoi. Mais d'une certaine manière, c'est pragmatique. C'est-à-dire que quand vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer,
disons que moi, je crois quand même qu'il y a des pays qui vont avoir des actions pragmatiques, c'est-à-dire qu'il va bien falloir faire marcher l'économie réelle, quoi. Si les gens veulent se maintenir au pouvoir, même les visions d'une dictature des plus folles à la Schwab ou Great Reset, moi, je pense que c'est inenvisageable dans beaucoup de pays, même si la tentation est forte, quoi. D'accord. Madame Clément, que pensez-vous de ceux qui disent que le système actuel, il y a tellement de dollars dans le système actuel, parce qu'il y a tout simplement la majorité des échanges se font en dollars, que l'idée de la dédollarisation est un fantasme? Bah, la dédollarisation, elle est effective, elle s'amorce. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide. Donc, je pense que les pays qui contractent de plus en plus en dollars sont quand même précautionneux. Mais on ne peut pas la nier. Les économistes qui nient la dédollarisation en disant ah oui, mais c'est encore la part prépondérante des échanges est en dollars, etc. Oui, la question, c'est la dynamique. Et si chaque Absolument. année, on perd 5% sur l'étendue des échanges libellés en dollars, et je pense que cette année, c'est pire, combien de temps? On sait qu'on est dans un processus, donc il vaut mieux imaginer un atterrissage plutôt qu'une dire non, non, j'ai rien vu. Surtout, c'est la politique de l'autruche. Vous voyez, c'est on ne savait pas, il y avait des camps de concentration côté, dans le village d'à côté, on n'avait rien vu, on n'avait rien senti, on ne savait pas. C'est la même logique. À un moment Ouais. donné, il faut que les pays européens soient responsables, soient des adultes responsables. On ne peut pas tenir ces mêmes discours de négation perpétuellement. Et on peut faire des erreurs. Bruno Le Maire a pu dire qu'il allait briser l'économie russe, mais c'était une erreur qui lui avait été inculquée par de mauvais économistes. Maintenant, il ne faut pas persister dans ce genre d'égarement, sinon, vous voyez, des pays comme la Chine ont du mal à faire confiance à une Union européenne qui se comporte comme elle se comporte. L'accueil qui a été fait à Van der Leyen en Chine récemment atteste bien de cette défiance, quoi. La parole des Européens est de moins en moins crédible. Et de fait, la monnaie est de moins en moins crédible parce que la question de la crédibilité d'une monnaie, c'est un peu l'honneur d'un pays, sa force de persuasion, voire sa force militaire aussi, et le fait que cette monnaie est un soutien à la dynamique des échanges. Là, on voit que le monde occidental se transforme en une gêne dans la dynamique des échanges. Et c'est contraire à l'ordre économique, même à l'ordre économique le plus libéral qui existe. D'accord. Alors maintenant, une deuxième question et qui me semble aussi très importante, c'est abandonner le dollar sans prendre les précautions militaires qui s'imposent à coûter suffisamment cher à quelques précurseurs du type Saddam Hussein ou Kadhafi, Mohamed Kadhafi, le leader libyen, pour que la leçon ait été retenue. Alors, va-t-on voir se monter des alliances militaires défensives contre les États-Unis, justement, pour les pays qui décident d'abandonner le dollar dans les échanges? Ben, Est-ce qu'il je n'y a pense pas que un danger les d'escalade pays militaire? se rendent compte que la monnaie et la géopolitique sont très imbriquées. Donc là, on a une validation de cette idée. Et donc, les pays se disent, bon, ben, on ne va pas tenter un peu plus. Au lieu d'être tout seul, ben, on va essayer de rassembler des forces et des forces de persuasion. Et donc, il me semble que les pays qui changent ou qui modifient un peu, qui tempèrent leurs alliances avec le monde occidental, en fait, c'est parce qu'ils analysent parfaitement cette situation de transition et donc ils ne veulent pas faire partie de ce courant de fuite en avant. Et donc, ils veulent ménager un peu le futur et prévoir le futur. On n'est plus dans le court terme, on est dans une dynamique qui se construit à long terme sur la viabilité de l'économie mondiale,
à un horizon qui n'est pas l'horizon de la finance. La finance, son horizon, c'est quasiment un an. C'est engranger les profits, faire des coûts, etc. Et là, on voit bien que cette logique financière de sommes accumulées par des coûts virtuels, il y a un principe de réalité, de retour sur une économie réelle. Et je crois que beaucoup de pays se rendent compte que le développement, c'est pas virtuel. Le développement, il y a une industrialisation à développer, des gens à faire vivre, des activités à créer. Et malheureusement, il me semble que les pays européens ne sont pas arrivés au degré d'éclairage que l'on voit, que ce soit en Asie du Sud-Est ou même en Afrique. Cette perception de la réalité, il me semble qu'en Occident, en particulier en France, on est encore dans cet aveuglement de toute puissance, je dirais presque néocoloniale, alors même qu'on est désindustrialisé. La population jeune n'a quasiment pas de travail ou un travail qui ne permet pas de faire vivre les gens ou d'avoir des familles. Du coup, vous avez une situation sociale où on va dénigrer la famille, on va expliquer aux gens qui ne regardent pas l'économie, qui regardent plutôt comment ils vont accepter le changement de sexe de leurs enfants. Et tout ça, c'est des dérives pour mettre en œuvre un système pour que les gens ne s'occupent pas de leur futur. Et ça, c'est une immaturité qui frappe l'Europe de façon, alors je dirais une nouvelle fois, parce que malgré tout, l'Europe s'est déjà suicidée plusieurs fois. Donc c'est le sens le plus frappant sur la question justement des approvisionnements en énergie. On n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants européens ont accepté de suivre les États-Unis sur ce coup. Et en plus de ça, ils sortent seuls, ils ne connaissent pas leur population, ils ne vont jamais en province, ils ne connaissent pas les contraintes. Eux, ils se disent on peut prendre un vélo, aller au travail à vélo, voilà. Non, mais sans rire, c'est vraiment ce genre d'élite que nous avons. Et ils considèrent que les gens, le chauffage, c'est peut-être pas la peine, on met des pulls verts, voilà. Mais en même temps, si vous voulez, il y a une sorte de eux vivre normal, continuer à vivre comme ils le souhaitent, et les autres c'est les variables d'ajustement en qualité de vie, variables d'ajustement en activité. On désindustrialise, les gens n'ont qu'à partir, voilà. Et également maintenant variable d'ajustement sur l'épargne. C'est un peu l'étape suivante qui attend les Européens. Mais vous voyez, ce discours, il n'est pas cru parce que les gens, ils sont tellement avec ah mais non, on maîtrise tout, on est très fort. Regardez toutes les fausses informations qui sont diffusées dans les médias occidentaux. C'est affolant. Et si vous en parlez, vous êtes complotiste. Parler de la dédollarisation de l'économie mondiale, ça devient du complotisme. Alors même que la France signe des accords en yuan. On peut pas, oui, on pourrait en rire si c'était pas aussi triste. Alors, la troisième question, Madame Clément, la Chine a pris les devants en formant sur sa question-là comment dirais-je, de se sécuriser dans cette dynamique de dédollarisation. Donc, elle a créé le groupe de Shanghai. Et il y a l'Arabie Saoudite qui vient de le rejoindre, quand même un fait très, très surprenant en tant qu'observateur, tournant le dos à son allié américain, qui, depuis le pacte du Quincy entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud, quand même a duré des décennies, et elle rejoint une alliance militaire visant à les protéger contre une attaque américaine, disons les choses comme elles sont. Et puis, il y a une première alliance qui engloberait la Russie, peut-être même avec la Turquie, l'Iran, la Syrie, et tout à fait envisageable aussi depuis que la Turquie occupe une position centrale dans l'exportation du gaz russe via le Turkish Stream. Donc, étant donné que toutes ces alliances seront formées par des pays qui ont une étendue à l'intérieur des continents,
peut-on dire que c'est la fin de l'empire maritime anglo-saxon? Alors, je crois quand même au pragmatisme des anglo-saxons et j'espère qu'il y aura des réponses plus constructives. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que la volonté soit uniforme aux États-Unis pour mener cette fuite en avant jusqu'au bout, jusqu'à l'extinction et la guerre nucléaire. Donc, je crois qu'il y aura peut-être raison, que les États-Unis pourront revenir à la raison. Maintenant, je pense que l'attitude des pays qui font face à cette fuite en avant, c'est un principe de viabilité. Donc, s'assurer des alliances, parce que tout seul, on voit qu'on est assassiné. Hein, les pays qui ont essayé d'avoir une réponse de dédollarisation uniquement centrée sur l'Afrique ou leur pays, il y a eu des graves atteintes. Et je pense aussi qu'il y a un courant de pacification du monde avec ces alliances. Vous voyez, on voit très bien le choc qu'a pu être pour les pays occidentaux que l'Arabie saoudite puisse envisager de discuter avec l'Iran et avec la Syrie. Donc ça aussi, ça a été un choc parce qu'on nous a vendu dans tous les médias la Russie est isolée. Et puis tout d'un coup, on voit que ça discute très fort autour de la Russie et à l'initiative de ses alliés. Donc ça, c'était une grande surprise. Et d'ailleurs, on peut voir aussi le rôle vis-à-vis du conflit au Yémen. Là aussi, les choses Oui, semblent s'apaiser, absolument. alors que c'est un conflit qui a fait plus de morts que le conflit dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps en Occident avec l'Ukraine. Donc, il y a un principe de réalité aussi. Les pays jouent la carte de leur futur, de leur viabilité. Et quant à la Turquie, la situation est un peu délicate en ce moment parce que je crois qu'en mai, il y a des élections. Et il y a eu des intrusions américaines très importantes pour soutenir l'opposition au président turc. Là aussi, je pense qu'il va en tirer les conclusions il est à espérer que la Turquie ne fasse pas marche arrière quant à sa position stratégique vis-à-vis de l'Europe, parce que cette position stratégique entre l'Occident et la Russie, c'est ce qui lui assure des potentiels de développement importants. Vous voyez, les gens de plus en plus se posent des questions. Si je crée une entreprise avec de la nouvelle technologie, peut-être un partenariat avec la Turquie, parce que c'est plus facile. Je le vois autour de moi. Donc, il y a quand même une carte à jouer importante pour la Turquie. Et puis, je crois aussi que la Turquie peut se dire que l'Europe arrivera peut-être à, tout d'un coup, à un moment donné, à réaliser qu'il faut qu'elle se sorte de ce corner parce qu'il faut continuer à vivre. On ne peut pas couper le chauffage à tout le monde, arrêter les entreprises, fermer les boulangeries et s'imaginer que par la force, on va éviter les manifestations. D'accord. Je vous remercie. Donc, une dernière question. Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans cette nouvelle architecture mondiale et dans cette nouvelle dynamique économique qui serait probablement plus marquée par la dédollarisation du système financier? Je la vois un peu comme une chance. Hein. Il faut une chance qu'il ne faut pas une opportunité qu'il ne faut pas que l'Afrique laisse passer, que les pays africains. Et je suis assez confiante parce que je connais beaucoup de personnes dans le monde africain. Quand je suis en Russie, à la paroisse française, il y a beaucoup de francophones qui viennent d'Afrique. Donc nous avons ces discussions géopolitiques assez ouvertes. Et donc, je pense que l'Afrique a des élites qui sont capables de saisir la chance que cette dédollarisation représente et également d'affirmer une nouvelle souveraineté qui est
qui est en fait à espérer pour tous les pays. Et la paix peut se tisser avec des pays souverains et des coopérations entre pays souverains. Et dans le cadre là de la coopération avec les BRICS, notamment avec la Chine, la Russie et l'Inde, le Alors les Brésil, BRICS, maintenant, le terme il devrait s'allonger parce est-ce qu'on que en c'est reste pas, à il n'y a pas BRICS, trop de mais fantasmes on aussi pourrait autour? rajouter des I, on pourrait rajouter des tas de lettres, parce qu'en fait, il y a pléthore de pays qui veulent rentrer dans les BRICS. Donc, Absolument. alors, à mon avis, l'enjeu clé, il est encore monétaire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un accord sur un étalon monétaire qui puisse permettre à fluidifier les échanges au sein de ces communautés. Donc, je pense que c'est dans les tuyaux. Je pense que quelqu'un comme Sergueï Glaziev travaille dans le cadre des programmes eurasiatiques à cet objectif. Et j'ai eu vent que vers le mois d'août, quelque chose, des Oui, oui, annonces devraient et ce aller dans sujet-là, ce sens. il sera abordé au sommet en Afrique du Sud au mois d'août sur la Voilà, question de créer une monnaie commune, voilà, pas une voilà. monnaie unique, comme l'Union Donc, européenne. j'ai beaucoup d'espoir et confiance que l'Afrique sera partie prenante dans cette nouvelle sphère monétaire mondiale. Et pour les réformes intra-africaines, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes qui peuvent justement empêcher que les pays africains saisissent cette chose de l'histoire, ce plat de l'histoire, comme dit Lénine. Alors, est-ce que vous avez quelques pistes de réflexion justement sur ce qu'ils devraient faire pour... Alors, c'est un peu, je ne suis pas trop à donner des conseils à des pays Non, que non, je ne non, pas des connais conseils, pas mais de des pistes de l'intérieur. réflexion selon Je votre pense que expérience. être sur le terrain, c'est toujours très important pour pouvoir comprendre. Mais disons qu'il y a quand même des attitudes que, par exemple, au Cameroun ou au Mali, on voit qu'il y a quand même des modifications dans la perception de ce qui était jusqu'à présent des faits établis, affirmés par les Européens. Donc, c'est moins facile de raconter n'importe quoi aux gens, quoi, ou même de les acheter en leur faisant miroiter des contrats, des bénéfices ou des choses comme ça. Je garde espoir dans cette transition et dans l'éclairage des populations et de leurs élites en Afrique. D'accord. Alors, une dernière question, Madame Clément, c'est est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire à vos compatriotes français et aux Européens en général pour, disons, protéger leur épargne pour qu'ils ne soient pas éplumés comme des dindons par la crise qui arrive? Alors, mes compatriotes français, j'essaie autour de moi d'essayer de leur inculquer quelques prudences, mais malheureusement, je ne fais pas le poids. Et la censure étant ce qu'elle est, je ne sais pas si notre émission pourra être entendue en France. Déjà, mon interview de Spoutnik en janvier 2022 a été impossible d'y avoir accès. Voilà, donc je dirais un peu aller à est. Il faut que les gens soient responsables d'eux-mêmes. Et puis, mais oui, je ne pense pas même que retirer l'argent des banques soit une bonne solution parce que du jour au lendemain, on peut changer la valeur des billets. Et Absolument. donc, il faut avoir confiance en soi, confiance dans la capacité de réaction et être attentif. Voilà, je n'ai pas de solution miracle si ce n'est éviter de prendre à la lettre tout ce qui est dit à la télévision ou dans les médias officiels et de garder courage. Je vous remercie, Madame Hélène Clément, pour cet entretien passionnant et riche en informations. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la crise donc, financière et monétaire et la nécessité de la dédollarisation de l'économie mondiale, ses enjeux et ses conséquences.
Madame Clément, j'espère vous retrouver dans quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci une fois et à très bientôt. Merci à vous et bon courage. Merci.